Donc merci à vous pour votre intérêt. Et nous allons parler à l'occasion de cette conférence d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Unisson, qui, comme son nom l'indique, vise à fédérer une énergie positive et collective qu'on voit se propager partout en France, voire même en Europe et qui sait dans le monde, qu'on a lancé il y a quelques mois à présent. Et on est très heureux d'avoir un soutien très important de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc on va vous parler de ce mouvement Unisson. Alors d'abord, quelques éléments de contexte. On vit une période assez incroyable, puisqu'il ne vous a pas échappé que les signes du destin sur les enjeux de transformation du secteur du bâtiment sont assez nombreux. On a vécu une pénurie de matériaux qui nous invite à reconsidérer la localité et les stratégies d'approvisionnement en matériaux, et puis les boucles de circularité qui peuvent être mises en œuvre. On vit aussi une pénurie de l'énergie, puis une inflation très importante. Tout ça vient lourdement percuter un certain nombre d'intuitions qu'on a depuis 40 ans, parce que ça ne date pas d'hier, les PowerPoint où on se raconte qu'on a envie de faire de l'efficacité énergétique et du bas carbone. Enfin, bas carbone peut-être un peu si quand même. Et donc collectivement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction et de l'immobilier, on voit les gens se former pour apprendre de nouvelles solutions. Et plus que de nouvelles solutions, plus qu'un empilement de nouvelles solutions, c'est une véritable nouvelle architecture qu'on est collectivement en train d'écrire. Voilà, ça c'est le constat duquel nous sommes partis. Et on a eu la très forte envie, avec un certain nombre de fondateurs et de soutiens, de tout simplement souffler sur les braises de cette transformation que vit l'industrie immobilière, avec le mouvement Unisson. Donc voilà, Unisson, c'est une histoire de braise et d'accélération qu'on va vous raconter aujourd'hui. Alors avoir à l'esprit que l'objectif du mouvement Unisson, comme son nom l'indique, est d'impulser un mouvement en explorant des solutions, et donc en valorisant l'intelligence collective, pour reconstruire ensemble une nouvelle architecture à l'aune du bas carbone et du vivant. Ce que vous faites tous d'ores et déjà, j'ai eu l'occasion d'assister à un certain nombre de conférences où tout le monde est déjà, c'est la prose de Monsieur Jourdain, on est tous collectivement à l'aune du bas carbone et du vivant, en train de réinventer une nouvelle architecture. Puis on a d'ailleurs la chance d'être dans un lieu tout à fait incroyable aujourd'hui, donc je le salue au passage. Le deuxième objectif, c'est l'inspiration. L'inspiration justement des nouvelles tendances de fond. Comment est-ce que collectivement on va réussir à avoir une désirabilité sur cette nouvelle architecture, et puis comment on se met en musique, comment on se met en œuvre. Et puis enfin, rassembler, voilà, c'est un mot qui va beaucoup revenir. Vous avez compris qu'on a appelé le mouvement Unisson, parce qu'on est parti d'un constat assez simple, c'est que c'est un travail d'équipe et que c'est très dur, mais que quand on le fait ensemble, ça devient beaucoup plus simple. Et on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Ce mouvement est itinérant par essence, c'est-à-dire que notre ambition est de faire le tour de France, voire de nous connecter à l'Europe, puisque l'IFPEP que je représente aujourd'hui est partenaire d'une initiative européenne qui s'appelle le New European Bauhaus, qui est une volonté de la Commission européenne d'accélérer la désirabilité de la transition environnementale par un mouvement similaire à ce qu'a été le Bauhaus jadis. On a ici des architectes qui sauront mieux le raconter que moi, donc je vais essayer d'éviter de raconter des bêtises. Et donc ce tour de France qu'on a l'intention de faire pour accélérer justement cette nouvelle architecture, on est très heureux aujourd'hui d'avoir un soutien assez fort de la région, et ça on en reparlera dans quelques instants. Il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être développés dans le cadre de ce mouvement, en l'occurrence un manifeste dans lequel on a pris le temps avec l'ensemble des fondateurs de la démarche d'écrire l'intention qui est la nôtre, qu'on va décrire aujourd'hui, et puis un ou plusieurs courts-métrages. On va voir notamment un petit teasing d'une vidéo qu'on est en train de réaliser, un livre, on est en train d'écrire un livre, on raconte une histoire collective qu'on est tous en train de vivre, des conférences comme on fait aujourd'hui, et puis aussi des ateliers qu'on fait dans les maisons d'architecture un peu partout en France. Et donc on est très heureux de vous dire qu'on a la ferme intention de revenir très très vite à Lyon pour travailler avec tous nos camarades qui rejoignent le mouvement au fur et à mesure au fil de l'eau. Je vous propose de visionner un petit teasing du film qu'on est en train de réaliser. Le monde construit est la plus grande trace visible de l'humanité. Bâtir des lieux de vie et de travail constitue ce qui a déplacé le plus de matière extraite de notre terre pour l'ériger en murs, en routes, en habitat, en ville. Un deuxième prélèvement est lié à l'énergie que nous consommons, qui fait fonctionner toutes nos machines, nous éclaire, permet de nous déplacer. Et nous savons aujourd'hui que nous devons nous séparer des énergies fossiles et travailler à diminuer notre impact sur la planète. Et la ville dans tout cela? Sur les 9,9 tonnes de CO2 émises chaque année par un Français, 2/3 sont imputables aux villes, aux bâtiments, aux infrastructures et au déplacement des usagers. Et le carbone n'est pas le seul sujet. À titre d'exemple, en France, le secteur du bâtiment produit à lui seul 40 millions de tonnes de déchets
dont moins de 1% sont réemployés. C'est dire si la ville est importante dans un futur durable. Elle est le lieu de rencontre de 70% de la population et d'une énorme frange de l'activité économique. En France, une réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE 2020, et un ensemble des réglementations comme le plan de rénovation énergétique de 2021 viennent renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et la diminution de l'impact environnemental de la ville. La stratégie nationale bas carbone fixe aux bâtiments un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 49% entre 2015 et 2030 afin d'atteindre une décarbonation complète en 2050. En traduction, la RE 2020 accélère la décarbonation de la filière de la construction pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ses priorités sont diminuer les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments neufs ou réhabilités en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et la baisse de la consommation des bâtiments. Enfin, garantir aux habitants que leur logement est adapté aux conditions climatiques futures. Si la manière dont est conçue la ville a un large impact, une ville prenant en compte les cycles de vie, du vivant, les paysages, une ville mesurant ses postes d'émissions carbone, une ville consommant moins et mieux l'énergie, les matériaux et plus globalement les ressources naturelles, une ville dans laquelle on se sent bien et grâce à laquelle nos modes de vie changent, une ville conçue pour durer, dans laquelle technique et beauté architecturale s'allient, peut tout changer. Ce projet documentaire a pour ambition de présenter des exemples architecturaux concrets qui mettent dès aujourd'hui en lumière cette ville vers laquelle nous tendons. Et c'est pourquoi le mouvement Unisson a vu le jour, pour mettre architectes, paysagistes, urbanistes et tous les métiers de la conception au cœur de cette nouvelle démarche. Car ils sont les chefs d'orchestre d'un monde plus vivable et plus soutenable. Voilà, j'en profite pour faire un clin d'œil à Maud Cobé qui a prêté sa voix à la vidéo pour ceux qui connaissent l'architecte Maud Cobé. Et oui, effectivement, il y a une petite inspiration du Petit Prince pour ceux qui ne l'ont pas identifié à la fin avec les petites planètes. Donc aujourd'hui, ce mouvement n'existerait pas si nous n'avions pas des soutiens et des mécènes. Donc je tiens à les saluer, je ne vais pas tous les citer. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir Nexity avec nous en la présence de Ghislaine que je présenterai dans quelques instants. Donc ça, c'est un point essentiel pour nous. Le mouvement Unisson, nous avons pu le lancer car certains mécènes ont souhaité soutenir la démarche. Donc si vous souhaitez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas. On en rediscute tout à l'heure avec un sandwich. J'en profite aussi pour signaler que le mouvement grandit. On a de plus en plus de gens qui viennent nous prêter main forte, des camarades qui voient dans le mouvement Unisson une façon efficace d'accélérer la désirabilité de cette transformation qu'on est tous en train de vivre. Donc à nouveau, je leur fais un clin d'œil, mais j'aurais du mal à tous les citer. J'en profite évidemment pour saluer nos amis d'Energy Meeting qui nous permettent d'être avec vous aujourd'hui. Je salue l'ensemble des fondateurs, des initiateurs de la démarche. J'en profite pour faire un coucou à Dominique Boré, qui est présidente d'honneur de la Maison d'Architecture, qui incarne à elle seule le mouvement Unisson. Donc je la salue, et puis je salue évidemment aussi l'ensemble des acteurs que vous pouvez voir ici. Et je ne peux que les saluer, car je n'ai pas le temps de tous les citer. Et on vous propose à présent une table ronde avec trois personnes tout à fait importantes qui incarnent en fait la volonté et l'ADN du mouvement Unisson, puisqu'on accueille aujourd'hui donc Ghislaine Seguin, qui est directrice générale adjointe en charge de l'immobilier d'entreprise chez Nexity, Martin Duplantier, qui est président de l'association AMO, il va nous en toucher quelques mots dans quelques instants, et Émeric Bemer, qui est chef de projet en qualité environnementale du bâtiment chez Patriarche. Merci à vous d'être avec nous, et quelle meilleure façon de parler d'Unisson que vous donner la parole, très simplement. Et je commencerai peut-être par Ghislaine. Ghislaine, Nexity est un éminent soutien de la démarche Unisson. Donc peut-être la question icebreaker, pourquoi est-ce que Nexity a souhaité soutenir cette démarche Unisson qu'on vient de présenter ? Je crois qu'on a vu dans le documentaire, ça illustrait parfaitement comme notre secteur d'activité impacte le carbone sur la planète, comme on a des enjeux environnementaux. Chez Nexity, ça fait très longtemps qu'on s'intéresse au bas carbone, puisqu'on a déjà 15 ans d'expérience dans la construction bois. Donc c'est vraiment le vecteur qui nous a permis de rentrer dans cette démarche.
On l'a appliqué d'abord à l'immobilier tertiaire, puis à l'immobilier résidentiel. Aujourd'hui, moi je m'occupe de l'immobilier d'entreprise en région. Et sur nos opérations, la majeure partie est construite en bois. Donc on s'inscrit vraiment dans cette logique bas carbone. Maintenant, il y a d'autres enjeux, parce qu'il y a le bas carbone, il y a aussi la maîtrise de l'énergie. Là aussi, on travaille sur des projets qui sont innovants. On a gagné un concours à Lyon Confluence l'année dernière, en 2021. Et dans ces 31 000 m² qu'on réalise, nos immeubles d'enseignement tertiaire vont être en bois, mais nos collègues du logement réalisent un bâtiment qui est un bâtiment essentiel, d'après un développement du groupe du bureau d'études Eberlé, qui est un bâtiment dont l'inertie est très importante et dans lequel il n'y a pas de moyens de chauffage. Donc, toutes ces innovations, Nexity entend les soutenir et continuer à les développer parce que il faut aller vers du bas carbone, il faut aller vers de la maîtrise de l'énergie, mais il faut aussi que ça reste dans des solutions qui sont réalistes et qui sont abordables. Et ça, c'est un point qui est très important pour nous. Quand on dit ça, on sait bien que dans notre métier, on ne fait rien seul. Notre métier, ce n'est qu'un travail de coordination d'ensembliers avec tous nos architectes, nos entreprises, tous nos bureaux d'études. Donc ça nous paraissait extrêmement important et très intéressant de pouvoir rejoindre Unisson pour aller vers cette innovation et une innovation qui soit collaborative, où on écoute chacun apporte son expertise. Nous, on a une expertise en termes de construction bas carbone depuis plusieurs années. On a encore envie de la faire évoluer et on est ravis de pouvoir confronter nos idées et ensemble de pouvoir aller vers cet objectif de la RE 2020 qui en plus va aller en sifflet puisqu'il y a plusieurs paliers. Et dès à présent, Nexity s'est fixé l'objectif d'être toujours 10% en dessous de l'objectif de la RE 2020. Donc on a tout à fait intérêt à être particulièrement associé à toutes les compétences et les savoir-faire possibles pour y parvenir. Merci beaucoup Ghislaine. Donc, on parle en fait de bas carbone, de vivant et aussi de soutenabilité économique, c'est important de le rappeler. L'idée, c'est pas juste d'empiler des solutions avec après derrière des enjeux d'opérationnalité, c'est ça tout l'enjeu d'Unisson. Émeric, tu es un fervent soutien au mouvement Unisson, tu as signé le manifeste, si j'ai vérifié avant de venir. En quelques mots, qu'est-ce qui t'a donné envie et qu'est-ce qui a donné envie à Patriarche de rejoindre l'aventure Unisson ? Alors, c'est déjà un positionnement. Donc, ici, on est tous des acteurs du bâtiment, donc des acteurs de la transition environnementale écologique. Donc, moi, j'agis en tant à mon échelle, une échelle plutôt de technicien. Donc, j'ai un profil hybride ingénieur-architecte. J'ai été formé chez Franck Boutet à Paris pendant 3 années. Et là, ça fait 3 années que je développe un pôle environnemental au sein de l'agence Patriarche. Donc, l'agence Patriarche, c'est une agence pluridisciplinaire d'ingénieurs, architectes avec différents métiers. Et du coup, on agit avec une vision assez anglo-saxonne. L'idée, c'est de collaborer dès la genèse du projet avec cette dimension de convergence des compétences. Nous, avec le positionnement de qualité environnementale du bâtiment, on est là pour cristalliser justement l'approche de l'ingénierie très technique et la faire communiquer et comprendre aux architectes. Donc, quand on parle de bas carbone, ça passe évidemment par notre métier. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de partager du coup la présentation. Elle n'y est pas ? Ok. Je suis désolé. Pas de souci. Bon, je vous avais présenté une présentation pour vous faire comprendre un petit peu le positionnement du carbone. Donc, depuis en fait l'intégration de la RE 2020, le carbone devient donc une injonction. Une injonction qui a la même portée que la thermique. Donc pendant 50 ans, on a travaillé depuis le choc pétrolier, le premier choc pétrolier de 73, on a travaillé sur le sujet de l'énergie parce qu'on s'est rendu compte qu'on était des monstres pour l'environnement. Ça fait 50 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. On arrive à un point où cet indicateur qui est monocritaire, qui était l'énergétique, arrive du coup à son aboutissement. On n'arrive plus à faire des bâtiments autant performants. Maintenant, avec la RE 2020, on arrive à avoir une vision du coup qui est multi-critère, avec l'énergie, le carbone, le confort. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre les choses. Vu que je n'ai pas de schéma, je vais vous le faire à la mano. Donc, on a 2 ambitions sur un projet. Pour parler du carbone, ça va être l'ambition, du coup, économique. Donc, économique et une ambition maintenant environnementale. C'est comme ça qu'on a travaillé ces 15 dernières années. Et en fait, quand on arrive à l'aboutissement des 2 ambitions,
on a un équilibre qui est du coup faisable, idéal et souhaitable. L'économie et l'environnement. Le problème, c'est qu'on a un rapport de force qui est faisable aujourd'hui depuis 20 ans, qui est que l'économie empiète via un rapport de force sur l'environnement, donc l'environnement doit faire des compromis. Donc c'était faisable. Maintenant, avec l'intégration du carbone, le carbone devient un espèce de pavé, une masse qui vient appuyer, qui est entre justement ces deux ambitions-là. Et en fait, ce carbone prend de la place. Donc en fait, maintenant on se retrouve sur des projets où on doit faire des compromis et sur l'aspect environnemental et sur l'aspect économique. Économique pourquoi? Parce qu'on peut plus faire des bâtiments bas carbone avec le même coût initial. Et environnement pourquoi? Parce que si on commence à se positionner sur le carbone, on ne peut plus travailler sur toutes les autres thématiques des bâtiments. Quand on veut avoir une notion environnementale, travailler sur la végétation, sur la récupération des eaux pluviales, sur l'énergie, etc. Et l'idée, c'est de se servir de carbone avec le mouvement Unisson pour le comprendre, essayer de le sensibiliser et non plus que le carbone devienne un rapport de force, mais que ça devienne un rapport de flux. Donc pour ça, on a besoin de le comprendre, on a besoin de travailler avec des ingénieurs, des architectes, avoir des retours d'expérience pour que ça devienne un levier d'optimisation, un facteur différenciant et que ça devienne une vraie source de conception. Merci Aymeric. Malgré l'absence de slide, moi j'ai tout bien compris. Moi je me débrouille, frugal. Merci beaucoup. Martin, toi de ton côté, tu as une double casquette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis du coup, au passage aussi, on est intéressé d'avoir tes attentes et ta vision du mouvement Unisson. Ouais. Oui, donc en effet, moi je préside une association qui s'appelle Architecture et Maître d'ouvrage, qui rassemble au niveau national à peu près 2000 membres, 2000 structures, dont je pense mes voisins font partie, avec des représentations régionales. C'est une association qui rassemble depuis les années 80 des architectes, des maîtres d'ouvrage, publics au début, privés de plus en plus, mais aussi des industriels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de construire une culture architecturale commune. C'est un lieu de dialogue, une plateforme vraiment d'échange. En ces temps de changement de paradigme, ça devient vraiment un outil très, très important pour nous parce qu'on doit tous se désintoxiquer finalement de cette gabegie du XXe siècle où tout était possible, toutes les formes, toutes les couleurs, bref. Donc c'est un vrai travail de fond qu'on essaie de mener ensemble. Et puis par ailleurs, moi il faut bien que je mange aussi à la fin du mois, donc j'ai aussi une agence d'architecture et on travaille notamment sur ces questions du bas carbone, mais pas que, parce qu'en fait, le bas carbone, si on ne regarde la problématique que par cette ornière-là, je pense que dans 5 ans, on va se réveiller avec un petit mal de tête sur d'autres sujets. Donc il faut faire aussi la part des choses, mais la biodiversité, la consommation de l'eau, etc. Et nous, en fait, ce que Aymeric disait sur des vecteurs opposés entre l'économie et l'environnement, on essaie de changer en fait la manière et le process de notre conception, du design. Le design, c'est un process, et ce process-là, il peut être changé à partir du moment où les invariants de départ, les hypothèses de départ sont les bonnes, ou sont au contraire déconnectés des ressources locales, sont déconnectés des acteurs locaux, etc. Donc on accompagne beaucoup les industriels, du biosourcé, les industriels du géosourcé, sur les processus qui sont longs, on le sait, qui sont trop complexes en France parce qu'ils sont doubles. On a le niveau européen et en plus on a le niveau français. Bon, donc ça c'est D'abord le niveau français. Ouais, d'abord le niveau français et après accessoirement le niveau européen. Donc on a vraiment la double dose et de la même manière que les Fernand Pouillon ou les grands architectes de l'époque du Bauhaus travaillaient main dans la main avec les industriels, je pense que c'est vraiment le moment de le faire, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des coûts de construction qui sont maîtrisés et aussi des produits qui sont adaptés à ce nouvel imaginaire, à cette nouvelle architecture que l'on souhaite. Merci beaucoup Martin. Donc on revient en fait sur cet enjeu d'opérationnaliser les bonnes intentions et c'est ça tout l'objectif du collectif. Il nous reste encore un tout petit peu de temps, mais je vais vous poser à tous les trois en fait un peu la même question. D'après vous, quels sont les défis qui se posent à nous? On est en train d'essayer d'inventer une nouvelle architecture du bas carbone et du vivant. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça va nous impacter? Quels sont les défis? Je crois, Ghislaine, que chez Nexity, vous avez d'ores et déjà retroussé les manches et vous avez des concepts même de bâtiments qui relèvent ce challenge. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors nous, on s'est posé la question parce que on essaie de toujours faire du logement abordable et c'est vraiment un credo de notre directrice générale, Véronique Bédac, qui le dit souvent. Hein, on veut être bas carbone, on veut être tout à fait environnementalement parlant performant, mais on veut aussi que ça reste abordable. Donc c'est le cas pour le logement, c'est aussi le cas pour nous en immobilier d'entreprise, puisque nous on fait du bureau, de l'activité, des hôtels. Et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire une architecture bas carbone dans des villes moyennes où on a des loyers qui sont faibles ou des prix d'acquisition qui sont faibles. Donc on a travaillé en interne avec un architecte partenaire sur un produit immobilier qui fait 1000 mètres carrés. Donc c'est vraiment une petite surface. C'est un produit qui est extrêmement divisible et on l'a conçu en structure bois avec du béton de chanvre. Donc on arrive à être sur une qualification E2C2. Si on ajoute des panneaux photovoltaïques, on peut être E3C2. On est en train de travailler pour aller plus loin parce qu'avec le béton de chanvre, pour l'instant, on peut monter qu'en R+1. Donc on travaille sur un produit où on pourrait monter en R+2. On a pris en charge un ATEX pour le faire. Et ce bâtiment, grâce à la métropole de Lyon et à la ville de Saint-Priest, où nous sommes aménageurs d'une ZAC, on a obtenu un permis de construire pour le réaliser. Donc on va lancer le premier en prototype dès le mois de janvier. Donc c'est rapide à construire, il sera fait dans l'année 2023. Et ça va nous permettre de pouvoir proposer ce bâtiment dans des zones qui ne sont pas des métropoles. On pense pouvoir vendre aux alentours de 2 000 € du mètre carré. Et pour nous, c'est vraiment un vecteur pour implanter de l'activité économique qui soit bas carbone, qui soit environnementalement parlant performante, dans des zones où on n'a pas les moyens de l'Île-de-France ou des métropoles régionales. Merci beaucoup Ghislaine pour cet exemple qui nous montre qu'on est déjà en mouvement en fait. Hein, et l'intérêt d'Unisson, c'est de souffler sur les braises. Rappelons-le. Si mes calculs sont bons, il nous reste encore quelques minutes. Donc je vais poser la même question à Aymeric et à Martin. D'après vous, quels sont les défis qui se posent à notre profession si on veut réinventer cette architecture ? Les défis, ça va être la transition et l'adaptation, notre capacité à nous adapter aussi à ce nouveau vecteur. Donc qu'est-ce que c'est ? On a dit l'intégration du carbone, on parle de bas carbone. Le carbone, c'est avant tout de la matière. Donc quand on travaillait en tant qu'architecte, ces dernières années, on parlait beaucoup d'architecture programmatique. Maintenant, l'arrivée du carbone permet aussi, c'est un facteur qui va permettre aux architectes de se réapproprier la matière, de se réinterroger sur les matériaux, sur l'esthétisme aussi, mais sur le poids. Donc ça permet aux archis de rentrer un petit peu plus dans la définition de leur projet et aussi de comprendre leur impact au niveau planétaire, au niveau du carbone. Surtout qu'on rentre, du coup, on l'a dit, dans une vision avec la COP, la stratégie nationale bas carbone. Donc le mouvement Unisson, c'est avant tout le fait de pouvoir sensibiliser, comprendre, disperser, c'est l'ADN. Et donc, pour moi, le rôle est tenu. Yes, on se reconnecte au flux. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a le côté on démocratise, hein, on rend ça accessible, peu cher, on se réapproprie, nous professionnels, maîtres d'œuvre, architectes qui étions quand même, surtout en France, d'obédience beaux-arts, donc très lié à la forme et très peu finalement à la mécanique de la construction. Donc là c'est vrai qu'il y a un gros travail, un gros défi chez les architectes pour que on se réapproprie toute cette mécanique. Et puis il y a aussi, je l'ai dit moi, sur le côté massification, industrialisation de tout ça. Donc je crois qu'il y a le couple biosourcé préfabrication qui, à mon avis, est un levier supplémentaire qu'on n'a peut-être pas assez parce que les bétonneux en France ont été très très puissants. Mais aujourd'hui, je pense que la préfabrication peut être un vrai levier pour ce retour du biosourcé. Ce retour parce qu'en fait, on a eu quand même qu'une parenthèse de 100-150 ans d'hypercarbonation de nos bâtiments. Ouais, mais donc, dans 100 ans, les gens diront « Oh, ça c'est un bâtiment… Carboné, voilà, c'est ça, plein de carbone. » Et donc nous, par exemple, on travaille main dans la main avec une entreprise landaise des Landes qui s'appelle Materup et qui développe un béton, un ciment d'argile
donc sans chauffe. Et on les accompagne sur tous les ATEX qui développent. On les accompagne aussi sur les usines qui vont faire un peu partout en France. Et puis je m'étais dit que j'en parlerai au moins une seconde. J'étais il y a 10 jours en Ukraine, et quand je vois le nom du salon d'aujourd'hui, énergie, s'il y a bien un pays aujourd'hui en Europe où l'énergie est un sujet vraiment critique, c'est bien là-bas. Et donc notre défi, je dirais collectif, dans peut-être le plan Marshall, ou il s'appellera sûrement différemment, qui va être lancé sur la reconstruction de ce pays-là, c'est de trouver les ressources sur place pour construire une ville ukrainienne qui soit vraiment pilote sur cette question énergétique et sur cette question carbone. On va arriver à la fin de la table ronde. Je tiens à vous remercier assez sincèrement tous les trois, parce que vous incarnez beaucoup les valeurs en fait, d'Unisson. J'espère que vous l'avez ressenti, mais déjà, il y a beaucoup d'humilité dans nos propos. On ne sait pas, voilà, c'est le point de départ de l'aventure, et puis on essaye d'apprendre ensemble et de résoudre les choses. Après, il y a de l'envie aussi. Voilà. Je crois que c'est la lumière qui fait ça, mais on a senti vos yeux pétillants. Et puis après, il y a du concret. Voilà. On n'est pas juste des doux rêveurs, même si parfois on se laisse surprendre à rêver. Mais on a beaucoup parlé de soutenabilité, de choses abordables. En fait, le faire dans la vraie vie, et puis à la fin, dans un bâtiment, accessoirement, il y a des gens, et c'est quand même un peu ça le cœur du sujet. Donc, un grand merci à vous. On arrive à la fin de la présentation du mouvement. Je tiens juste à vous signaler que ce soir à 17h30, on a un certain nombre de camarades, comme je le signalais, qui vont rejoindre le mouvement, dont le CSTB, dont Ville et Aménagement Durable, dont Éco-Cluster Bâtiment de la région, et dont AMO. Martin, si tu me confirmes que tu es bien là ce soir, oui, c'est bon, c'est enregistré. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, puisqu'on a des amis qui viennent nous aider à accélérer encore une fois ce mouvement. Un grand merci pour votre intérêt et votre attention. Je vous propose qu'on s'arrête là, et si le temps nous le permet et nos estomacs le permettent, peut-être peut-on prendre une ou deux questions, je ne sais pas. J'ai l'impression que oui. Donc merci à vous, et on peut prendre quelques questions si vous en avez. Une première question de la jeune femme avec un pull bleu. Attends, je crois qu'il faut prendre un micro parce que ça permettra à tout le monde. En termes d'ateliers, vous parliez au début des différents formats. Est-ce qu'il y a déjà une sorte de roadmap de ces ateliers de planification, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes avec les maisons de l'architecture, c'est ça? Yes. Excellente question. La réponse est oui, on a une roadmap qu'on co-construit avec l'ensemble des partenaires du mouvement, que vous voyez ici. Et on a demain, en fait, la première étape, puisque demain, on a un atelier de design thinking qu'on va animer à la Maison d'Architecture d'Île-de-France. Et on a la ferme intention de revenir en force avec nos amis lyonnais pour faire une milestone tout à fait importante qu'on fera à Lyon. D'ici fin d'année, ce sera peut-être un peu compliqué, mais peut-être l'année prochaine. Donc ça fera clairement partie de l'itinérance qu'on a prévue. On a commencé à discuter avec nos copains européens qui se posent un peu les mêmes questions. Et donc, qui sait, peut-être aurons-nous des synergies tout à fait intéressantes à adresser, puisqu'il semblerait que la France n'est pas trop mauvaise sur les sujets. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il reste des petits fours? Je crois que oui. Pas d'autres questions? Écoutez, à ce moment-là, je crois qu'on peut à nouveau saluer et remercier chaleureusement nos témoins. Et n'hésitez pas à venir ce soir à 17h30 pour les plus courageux d'entre vous qui, après avoir jeûné le midi, ont aussi envie de louper l'apéritif pour la signature de la charte à 17h30. Merci à vous.